La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins, un moment charnière de son histoire complexe. Les décisions prises maintenant résonneront pour les générations à venir, façonnant le tissu même de la société congolaise. Sa vaste richesse minérale est à la fois une bénédiction, une source d'immense potentiel et une malédiction. Un paradoxe qui a trop longtemps affligé la nation, créant un contraste frappant entre la richesse naturelle du pays et la pauvreté vécue par sa population. Pendant des décennies, les ressources de la nation ont alimenté le monde, nourrissant les industries et les économies mondiales. Mais son peuple est resté appauvri. Malgré l'abondance sous leurs pieds, les familles congolaises continuent de lutter contre la pauvreté, manquant d'accès aux nécessités de base et aux opportunités de progrès. Aujourd'hui, un nouvel accord économique avec le Rwanda promet la coopération, une lueur d'espoir pour certains, signalant un changement potentiel vers une plus grande collaboration régionale et une croissance économique. Mais suscite de profondes inquiétudes. Cet accord n'est pas sans détracteurs, soulevant des préoccupations quant à son impact potentiel sur la souveraineté et l'avenir économique de la RDC. Est-ce une véritable avancée vers une prospérité partagée, un avenir où les deux nations bénéficient équitablement de leur collaboration? Ou représente-t-il un compromis de la souveraineté nationale, un sacrifice des intérêts de la RDC au profit d'autrui? L'administration du président Tshisekedi salue cet accord comme une avancée majeure, en particulier dans le secteur minier crucial, un secteur qui détient la clé du déblocage du potentiel économique de la RDC. Avec l'objectif déclaré de formaliser le commerce, de l'intégrer dans le cadre légal et de freiner le trafic illicite rampant qui a affligé l'industrie pendant des années. Pourtant, beaucoup craignent que l'histoire ne soit condamnée à se répéter, que les schémas d'exploitation qui ont défini le passé de la RDC continuent de façonner son avenir. Un voisin plus petit, bénéficiant potentiellement de manière disproportionnée des vastes ressources du Congo, reflétant les déséquilibres historiques de pouvoir et d'avantages économiques. Tandis que la vie des citoyens congolais ordinaires reste largement inchangée, piégés dans un cycle de pauvreté et de privation, malgré les promesses de progrès et de prospérité. Le nœud du problème, ce pacte donne-t-il réellement les moyens à la RDC de tracer sa propre voie vers un développement durable? Ou ne fait-il que perpétuer d'anciens schémas d'exploitation, renforçant la dépendance de la RDC vis-à-vis des acteurs extérieurs et entravant sa capacité à atteindre une véritable indépendance économique? Pour les Congolais ordinaires, il s'agit de bien plus que de politique. Il s'agit de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants et de l'avenir de leur nation. L'or et le cobalt de la nation construiront-ils enfin des écoles et des hôpitaux, fournissant des services essentiels et des opportunités d'éducation et de soins de santé? Ou continueront-ils à enrichir des entreprises et des individus étrangers, laissant le peuple congolais avec peu de choses à montrer pour la vaste richesse de leur nation? Cette analyse vise à aller au-delà de la rhétorique officielle, à approfondir les véritables enjeux et à découvrir la vérité derrière cet accord controversé. L'avenir de la RDC, son destin en tant que nation, pourrait bien être en jeu. L'accord RDC-Rwanda est ambitieux, ciblant le secteur minier chaotique et promet de formaliser la production artisanale d'or. Une entreprise d'État achètera tout l'or des mineurs de l'Est pour mettre fin à la contrebande et augmenter les revenus de l'État. L'accord promet aussi des routes commerciales simplifiées et des investissements étrangers avec des bailleurs de fonds internationaux vantant la transparence. Sur le papier, c'est gagnant-gagnant, modernisation, emploi et stabilité régionale. Mais les critiques avertissent que formaliser une économie aussi complexe et informelle est une tâche ardue. Sans institutions solides et réelle surveillance, le risque est un nouveau système de contrôle qui pourrait ne pas bénéficier aux Congolais ordinaires. La grande vision est obscurcie par des détails vagues et un profond scepticisme. Au moment de la signature de l'accord, des questions difficiles ont émergé. Qui contrôle réellement la nouvelle entreprise d'État? Avec des institutions faibles, on craint qu'elle ne soit une façade pour des intérêts extérieurs. Qui sont les partenaires étrangers et quelles sont leurs véritables motivations? Les mineurs et les communautés locales en tireront-ils de réels bénéfices ou la richesse sera-t-elle siphonnée par les élites? Le manque de transparence, pas de contrat public, pas de partage clair des revenus, engendre la suspicion. Dans une démocratie, un tel accord exige un débat ouvert et un examen minutieux. Pourquoi le secret? Qu'est-ce qui est caché au peuple congolais? Ces questions reflètent une nation désespérée de changement, mais méfiante envers de nouvelles promesses vides. Le plan de centralisation de l'achat d'or dans l'Est se heurte à de dures réalités. Les réseaux de contrebande, les groupes armés et la corruption sont profondément enracinés. Une nouvelle entreprise d'État
Peut-elle surpasser le marché noir ou créer un système parallèle? Sans prix compétitif et paiement rapide, les mineurs resteront avec les acheteurs illicites. Le système officiel pourrait être détourné par les mêmes acteurs corrompus, blanchissant des minerais de conflit sous un vernis légal. Les problèmes fondamentaux, faible gouvernance, insécurité, pauvreté, ne sont pas résolus par une solution technique. Sans une véritable réforme, le plan risque de devenir une promesse non tenue. L'accord confère au Rwanda un avantage stratégique, positionnant la nation comme un acteur clé dans le commerce de l'or de la région. Il accorde au Rwanda un rôle important dans le traitement et le raffinage de l'or congolais. Un rôle pivot qui pourrait remodeler le paysage économique de l'Afrique centrale, modifiant le flux des ressources et des richesses dans la région. Le Rwanda devient officiellement le principal transformateur de l'or du Congo, une désignation aux implications tangibles pour les deux pays. Avec des raffineries modernes à Kigali, dotées de technologies avancées, le Rwanda est bien équipé pour gérer l'afflux d'or brut. En RDC, malgré de vastes réserves d'or, il manque d'infrastructures pour raffiner ses propres ressources, soulignant un déséquilibre critique. L'or brut du Congo doit transiter par le Rwanda, créant une dépendance économique au-delà de la simple logistique. Le Rwanda contrôle la porte d'entrée du marché mondial de l'or pour les ressources congolaises. Cela renforce l'influence du Rwanda, consolidant sa position de puissance économique régionale avec un impact potentiel sur d'autres secteurs. Le Rwanda s'assure l'étape la plus lucrative du processus de production d'or, maximisant ses gains économiques. La RDC manque une opportunité de développer sa propre industrie de raffinage, étape cruciale vers l'indépendance économique. Elle externalise l'ajout de valeur, sous-traitant la partie la plus rentable de ses ressources naturelles. Cela crée un cycle de dépendance, entravant la capacité de la RDC à atteindre une véritable souveraineté économique. Les critiques affirment que cela officialise un ancien schéma d'exploitation qui afflige la RDC depuis des décennies. Le Rwanda profite des ressources congolaises, bénéficiant de l'immense richesse minérale du Congo. Cette fois, c'est sanctionné par un accord formel, ajoutant une couche de légitimité à l'arrangement. L'incapacité de la RDC à exiger des investissements dans ses propres infrastructures de raffinage est une occasion manquée. Cela représente un revers significatif pour le développement industriel de la RDC. Pourquoi l'accord n'a-t-il pas inclus la construction d'une raffinerie au Congo? Pourquoi la construction d'une raffinerie au Congo n'était-elle pas un élément clé de l'accord? L'arrangement répond à un besoin urgent à court terme, mais il établit une vulnérabilité structurelle durable. La RDC risque d'être perpétuellement reléguée au rôle d'exportateur de matières premières, au lieu de devenir une puissance industrielle, capable de transformer ses propres ressources et de stimuler sa croissance économique. Le plus grand signal d'alarme de l'accord est le manque de clarté sur le partage des revenus. Quelle part du prix final de vente de l'or revient à la RDC après le raffinage rwandais et les frais de trading étrangers? Sans formule publique ni supervision, le risque est que le Congo ne reçoive qu'une fraction de sa richesse. Ce secret bloque la responsabilisation et invite à de futurs conflits. Un accord équitable spécifierait qui obtient quoi, en public pour que tous puissent le voir. Au lieu de cela, la RDC pourrait se retrouver avec des miettes, alimentant le ressentiment et l'instabilité. Pour un partenariat censé instaurer la confiance, cette opacité est un défaut dangereux. Le Parlement de la RDC a été largement mis à l'écart dans ce processus, ce qui soulève des questions sur la légitimité. Les accords majeurs sur les ressources devraient être débattus ouvertement, pas décidés à huis clos. Cette concentration du pouvoir exécutif affaiblit la démocratie et crée un précédent inquiétant. L'accord approfondit aussi la dépendance technologique. Le Rwanda acquiert expertise et capacité, tandis que le Congo reste fournisseur de matières premières. Aucune disposition pour le transfert de technologie ou le renforcement des capacités locales n'a été incluse. Cela perpétue un cycle de dépendance et d'opportunités manquées. La RDC risque de prendre encore plus de retard, même si ses ressources alimentent la croissance des autres. Le silence institutionnel et la dépendance technologique affaiblissent l'État congolais. Au-delà de la rhétorique, les gagnants sont clairs. Le Rwanda gagne en légitimité, en profit et en influence comme plaque tournante régionale de l'or. Les entreprises étrangères s'assurent un approvisionnement régulier et propre en minerais, augmentant leurs bénéfices. La RDC, quant à elle, se retrouve avec l'extraction, faible valeur, risque élevé et peu de contrôle. Les communautés locales pourraient ne voir aucun changement réel, car les profits s'écoulent vers l'extérieur et les coûts sociaux demeurent.
Le risque est un nouveau système d'exploitation centralisé, sanctionné par l'État. Le peuple congolais, une fois de plus, pourrait être le dernier à bénéficier de sa propre richesse. Qui en profite? Presque tout le monde, sauf ceux qui le devraient. La RDC peut changer de cap, exiger une transparence totale, publier l'accord et les contrats, mener un audit public indépendant pour évaluer l'impact réel, faire de la valorisation locale une priorité nationale, construire des raffineries, former des travailleurs, insister sur le transfert de technologies. Les futurs accords doivent inclure des engagements contraignants pour la croissance industrielle congolaise. Le Parlement doit retrouver son rôle de supervision et la société civile doit pouvoir tenir les dirigeants responsables. Seule la vigilance et le débat public permettront à la RDC d'éviter de sacrifier son avenir. Le chemin vers la prospérité est difficile, mais possible. La richesse nationale doit servir le peuple, et non seulement les élites ou les intérêts étrangers. Une nation forte se construit sur la transparence, la responsabilité et l'autonomisation locale. L'accord RDC-Rwanda, signé avec la promesse d'un bénéfice mutuel, représente un moment charnière dans le parcours de la République démocratique du Congo. C'est une tapisserie complexe tissée de fils d'espoir et d'appréhension. Il impose une confrontation avec le destin du Congo, un avenir débordant d'immenses potentiels et de défis redoutables. Les yeux des jeunes, tournés vers l'horizon, reflètent ce chemin incertain. L'accord séduit par la promesse du progrès, d'infrastructures modernes et d'un avenir meilleur pour les citoyens. De nouvelles routes, écoles et hôpitaux sont envisagés. Pourtant, des défauts inhérents à l'accord jettent une longue ombre, menaçant la souveraineté de la nation. Le drapeau du Congo, symbole de son indépendance durement acquise, semble flotter avec une pointe de malaise. Il risque de perpétuer un cycle de dépendance où les vastes ressources de la nation sont exploitées, ne laissant à son peuple que les cicatrices de l'extraction. Les mines, sources de richesse, deviennent des symboles de vulnérabilité. Le Rwanda et les sociétés étrangères sont les plus à gagner de cet arrangement, leur coffre débordant des richesses du Congo. Leur influence pèse lourdement sur l'avenir de la nation, tandis que le Congo risque de rester un partenaire mineur dans sa propre économie, simple spectateur de l'exploitation de ses richesses naturelles. Le coucher de soleil sur les collines riches en minéraux jette une lueur mélancolique, rappel de ce qui pourrait être perdu. Pourtant, le débat lui-même, les discussions vigoureuses à travers le pays, est une lueur d'espoir. Il témoigne d'une prise de conscience croissante et d'une détermination à façonner leur destin. Une société qui refuse d'être passive, un peuple qui exige d'avoir voix au chapitre dans les décisions qui affectent sa vie. Des rues au Parlement. L'appel à la responsabilité se fait de plus en plus fort. La voie à suivre, bien que difficile, devient de plus en plus claire. Elle exige une transparence inébranlable dans toutes les transactions, garantissant que chaque accord est examiné et compris par le peuple. Elle exige un effort concerté pour investir dans les industries locales, favorisant l'autosuffisance et créant des opportunités pour les citoyens congolais. Et elle nécessite une surveillance démocratique inébranlable, garantissant que ceux qui sont au pouvoir sont tenus responsables devant le peuple qu'ils servent. La RDC est à un carrefour critique, un moment d'une profonde signification dans son histoire. Avec un choix qui résonnera pour les générations à venir, façonnant le destin de son peuple pendant des décennies. Restera-t-elle une simple source de matières premières, ses richesses extraites et expédiées pour enrichir d'autres? Ou deviendra-t-elle maîtresse de son propre destin, traçant sa voie et contrôlant ses ressources? La richesse de la nation est une confiance sacrée, un héritage précieux transmis de génération en génération. Pour les générations futures, un héritage qui doit être protégé et nourri. Le défi consiste à honorer cette confiance, à préserver les ressources de la nation au profit de tous ses citoyens, et à briser les chaînes du passé, à surmonter l'héritage du colonialisme et de l'exploitation. C'est plus qu'un simple différend politique, plus qu'un désaccord sur une politique. C'est un moment décisif pour l'âme même de la nation, une épreuve de sa résilience, de sa détermination et de son engagement envers un avenir meilleur. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.